Avez-vous déjà réfléchi à l'expérience authentique d'habiter ces majestueux châteaux médiévaux? Laissez de côté les contes de fées et les films fantastiques et plongeons-nous dans la réalité de l'existence au château, de l'aube au crépuscule, lorsque même les monarques se réveillaient avec des maux de dos, promettant un récit intrigant. Bien que les plaintes contemporaines puissent porter sur des matelas en mousse à mémoire de forme excessivement moues ou fermes, les habitants médiévaux dormaient sur ce qui était essentiellement un sac de paille, souvent inchangé depuis la fête des moissons précédentes. La situation des matelas était si grave que de nombreux textes médicaux médiévaux incluaient des traitements pour les blessures liées à la paille. En effet, les gens étaient blessés par leur literie. Imaginez pouvoir dire cela à votre guérisseur local. « Eh bien, voyez-vous, mon matelas m'a agressé. » Les nobles plus fortunés s'en tiraient un peu mieux, possédant des cadres en bois pour la paille, une distinction équivalente à être dans une position inconfortablement surélevée. Le réveil matinal n'était pas précisément le doux son de l'alarme d'un smartphone. Au lieu de cela, on pouvait être réveillé en sursaut par un coq traversant une crise existentielle, à l'aube, ou pire encore, par le réveilleur humain désigné du château. Des documents historiques du XIIIe siècle mentionnent un serviteur du château dont unique devoir était de parcourir le château en criant « Réveillez-vous, réveillez-vous » ou son équivalent médiéval à l'aube. Un travail garantissant d'inspirer une aversion universelle. Les châteaux médiévaux n'étaient pas précisément réputés pour leur isolation exceptionnelle. Les murs de pierre, excellents pour repousser les armées d'invasion, fonctionnaient essentiellement comme des réfrigérateurs colossaux. De nombreux habitants du château dormaient avec les vêtements qu'ils avaient portés la veille. Non par paresse, mais comme mesure nécessaire pour ne pas se réveiller transformés en glaçons humains. Les fenêtres des chambres des châteaux médiévaux n'avaient pas les grands panneaux de verre que l'on voit dans les films. La plupart n'étaient que d'étroites fentes dans les murs, conçues davantage pour tirer des flèches sur les adversaires que pour laisser entrer la lumière du soleil matinal. Cela signifiait que les jours nuageux, qui constituaient en réalité la majorité des jours en Europe médiévale, on pouvait se réveiller dans l'obscurité complète, se cogner un orteil contre un pot de chambre si l'on avait la chance d'en posséder un, et commencer la journée avec des jurons qui feraient rougir même un routier de la nuit expérimenté. Après s'être libéré de cet instrument de torture appelé par euphémisme lit, la prochaine épreuve matinale médiévale attendait, l'hygiène personnelle. Et l'hygiène était un concept très flexible à l'époque médiévale. La présence immédiate d'un seau rempli d'une eau si glacée qu'elle contenait probablement encore des fragments de glace était la première chose que l'on remarquait, menaçante. Pas de douche chaude ni de régulation sophistiquée de la température. Juste vous et votre némésis, le seau. Les archives historiques suggèrent que certains des architectes de châteaux les plus innovants tentèrent de concevoir des systèmes rudimentaires de chauffage de l'eau. Un château particulier en France intégra un système de tuyaux qui passait près des feux de la cuisine. Une idée louable, sauf que les tuyaux étaient construits en plomb, ce qui posait la possibilité de choisir entre être impur ou s'empoisonner lentement. Une décision difficile. Puis, il y avait la question du savon. Les archéologues modernes ont exhumé des restes d'installations médiévales de fabrication de savon, et les recettes qu'ils ont découvertes sont absolument étranges. L'ingrédient principal était la cendre de bois mélangée à de la graisse animale. Essentiellement, il se nettoyait avec des résidus de cheminée. Les châteaux plus riches utilisaient quelque chose appelé savon de Castille, une légère amélioration, car il utilisait de l'huile d'olive au lieu de la graisse animale. Mais il était si prohibitif que les archives indiquent qu'une seule barre pouvait coûter l'équivalent d'un mouton entier. Imaginez consacrer tout votre salaire à une savonnette. La partie véritablement fascinante commençait lorsque la nature appelait. Vous souvenez-vous de ces étroites fenêtres de château? Elles remplissaient une double fonction. Oui, elles servaient à tirer des flèches sur les ennemis, mais elles fonctionnaient aussi admirablement comme toilettes improvisées. Les architectes des châteaux avaient même un terme spécifique pour ces installations, les garde-robes.
Elles sont ainsi nommées parce que les gens suspendaient leurs vêtements près d'elles, croyant que l'odeur épouvantable repousserait les mites. En effet, ils utilisaient la puanteur de leur toilette médiévale pour protéger leurs plus beaux atours. Si l'on n'avait pas la chance d'avoir une garde-robe à proximité, il y avait toujours le fidèle pot de chambre. Ces charmants récipients étaient normalement vidés par les fenêtres, donnant lieu à l'une des phrases les plus mal interprétées de l'histoire. Lorsque les gens criaient « gare à l'eau », ils ne faisaient clairement pas référence à de l'eau. Cette pratique était si fréquente que certaines villes médiévales promulguèrent des lois interdisant de vider les pots de chambre sans avoir préalablement crié un avertissement. La réglementation gouvernementale en action. Les latrines communautaires étaient une toute autre affaire. La plupart des châteaux avaient ces installations partagées, construites dans leurs murs extérieurs, essentiellement des trous qui déversaient tout directement à l'extérieur. Les recherches archéologiques des vestiges de châteaux ont exhumé des éléments assez intrigants dans ces zones. Et disons simplement que ce n'étaient pas que des pièces anciennes et des bijoux perdus. Certains châteaux pouvaient abriter jusqu'à 200 personnes, toutes partageant à peine quelques-unes de ces charmantes installations. L'heure de pointe matinale prenait une toute nouvelle dimension. L'intimité était essentiellement inexistante. Les gens du Moyen Âge avaient un concept très différent de l'espace personnel. Les documents historiques révèlent que même les rois et les reines recevaient fréquemment des visites le matin, pendant qu'ils utilisaient leurs toilettes privées élaborées. C'était considéré comme un honneur d'être invité à la routine matinale royale. Sérieusement, imaginez être si important que les gens voudraient assister à vos habitudes aux toilettes. En parlant de royauté, ils possédaient un avantage, des serviteurs personnels pour aider au rituel matinal. Mais ce n'était pas précisément un rôle luxueux. Ces malheureux serviteurs avaient la tâche glamour d'aider leurs seigneurs et dames à se laver, à s'habiller et, oui, à manipuler ces pots de chambre. Les archives d'un château anglais indiquent que le poste de « Groom of the Stool », porte-coton du roi, était en réalité un rôle très recherché, car il octroyait un accès intime au roi. Toute l'épreuve matinale pouvait consommer des heures, en particulier pour les femmes nobles, qui devaient composer avec des coiffures et des tenues complexes. Et après tous ces efforts, on sentait probablement encore un mélange de fumée de bois, de chiens mouillés et de ce qui constituait le mystérieux savon médiéval du jour. Au moins, il y avait un aspect positif à anticiper, le petit déjeuner. Bien que « petit déjeuner » puisse être un terme assez généreux. L'arôme du pain fraîchement cuit flottait déjà depuis les cuisines du château, entremêlé de quelque chose qui aurait pu être de l'avoine, ou peut-être du gruau, ou possiblement les deux. Le concept de prendre son petit déjeuner dans un château médiéval provoquerait probablement une crise de nerfs chez les critiques gastronomiques modernes. La règle d'or du petit déjeuner au château était que tout était déterminé par la hiérarchie. Le roi n'avait pas seulement le premier choix. Il obtenait le premier, le deuxième et pratiquement tous les choix désirables. Des archives royales d'un château anglais du 13e siècle révèlent que tandis que le roi savourait du pain frais, des viandes rôties et des fruits exotiques, le personnel du château de rang inférieur recevait quelque chose appelé potage, qui était essentiellement tous les légumes qui n'avaient pas encore pourri, bouillis jusqu'à perdre toute saveur et dignité. Quant au pain, il n'était pas uniquement destiné à la consommation. Les nobles utilisaient de quelque chose appelé un tranchoir, une tranche épaisse de pain rassis qui leur servait d'assiette. Après 4 ou 5 jours de service comme vaisselle, ces assiettes de pain dur comme de la pierre étaient distribuées aux pauvres, qui avaient probablement besoin de dents plus solides qu'une armure pour les consommer. Les puits des châteaux médiévaux étaient fréquemment contaminés grâce à ces charmantes méthodes d'élimination des déchets que nous avons évoquées précédemment. La solution? De la bière, beaucoup de bière. Même les enfants en buvaient, bien que dans une version plus douce, connue sous le nom de petite bière. Les archives d'un château indiquent qu'il consommait environ 8 gallons, environ 30 litres de bière par personne et par semaine. Environ 3000 pintes, près de 1700 litres de bière par jour pour un château de taille moyenne. Les brasseurs comptaient parmi les personnes les plus vitales du château.
Si vous gâchiez la bière, vous aviez un château rempli d'habitants médiévaux, assoiffés et furieux. Les manières à table. Manières à table est une description assez charitable des pratiques réelles au moment des repas. Dans la plupart des châteaux médiévaux, les fourchettes étaient pratiquement absentes et, en Italie, elles étaient considérées comme quelque chose d'excessivement élégant. Au lieu de cela, tout le monde utilisait ses doigts, ce qui donnait lieu à des techniques alimentaires innovantes. Un guide gastronomique médiéval avertissait même « Ne vous essuyez pas les mains grasses sur votre barbe ». La simple existence de ce conseil écrit en dit long sur l'étiquette gastronomique médiévale. La disposition des sièges était un champ de mine politique. La proximité du seigneur ou de la dame signifiait l'importance. La descente vers l'autre extrémité de la table était une indication claire d'une transgression sociale. Un incident enregistré dans un château du 14e siècle relate comment deux chevaliers se battirent à l'épée pour une place plus proche du sel. Oui, le sel était si important qu'il était l'équivalent médiéval de la meilleure connectivité Wi-Fi. L'heure du petit déjeuner était également particulière. Les nobles mangeaient généralement vers 10 ou 11 heures du matin, après avoir assisté à la messe matinale et traité les affaires de base du château. Les serviteurs, qui étaient debout depuis des heures, mangeaient probablement une bouchée du potage restant entre les corvées. Un registre du château se plaint du personnel de cuisine volant de la nourriture et note qu'un cuisinier fut appréhendé avec 3 pâtés en croûte entiers cachés sous sa chemise. La conservation des aliments était une autre aventure. En l'absence de réfrigération, les châteaux médiévaux dépendaient du sel, de la fumée et de la prière pour maintenir les aliments comestibles. Le cellier ou garde-manger du château était généralement l'un des endroits les plus froids de celui-ci. Cependant, même cela ne pouvait empêcher complètement la détérioration. Les livres de recettes médiévales incluaient souvent des conseils utiles comme « Si la viande semble verte, donnez-la d'abord aux paysans ». C'est rassurant de savoir qu'ils avaient des protocoles de sécurité alimentaire, n'est-ce pas? Le banquet du petit déjeuner se concluait finalement, alors que la grande salle se remplissait de nouveaux arômes, pas tous agréables. Entre les corps non lavés, les feux de cheminée fumant et divers animaux qui étaient entrés pendant le repas, l'arôme distinctif du château commençait à s'intensifier pour la journée. Commençons par les sols. Les sols des châteaux médiévaux n'étaient pas les surfaces de pierre immaculées montrées dans les films. Ils étaient recouverts de joncs, essentiellement des tapis médiévaux. Ces joncs étaient des couches d'herbes sèches et d'herbes aromatiques répandues sur le sol. Et voici l'astuce, ils n'étaient remplacés complètement qu'une fois par an. Bien sûr, toutes les quelques semaines, des joncs frais étaient parsemés par-dessus, mais en dessous se trouvait une accumulation d'une année de nourriture renversée, de boue, d'excréments d'animaux et de tout ce qui tombait par terre. Les documents médiévaux mentionnent que les herbes fraîches répandues comprenaient de la lavande et de la rue odorante, probablement dans une tentative désespérée de masquer l'odeur de ce qui était effectivement un tas de compost géant sous les pieds. Les animaux apportaient leurs propres notes uniques au bouquet du château. Chiens, chats, poules et, occasionnellement, même du bétail déambulaient librement dans la grande salle comme s'ils en étaient les propriétaires. Un récit médiéval décrit un faucon primé d'un noble qui décida de faire ses besoins directement sur la table à manger. Un événement apparemment assez courant pour susciter peu de réactions. Les preuves archéologiques révèlent que certains sols de châteaux contiennent des couches de fumier animal qui se sont accumulées pendant des décennies. Parlons de la vie intérieure et extérieure. Les murs eux-mêmes faisaient également partie de l'équation olfactive. Les murs de pierre dans les climats humides ont tendance à suinter, créant des conditions idéales pour la moisissure. Les murs des châteaux médiévaux étaient souvent ornés de tapisseries, non seulement à des fins décoratives, mais pour tenter de contenir l'humidité et la moisissure. Ces tapisseries, rarement nettoyées, devinrent leurs propres écosystèmes miniatures de moisissures, d'insectes et d'habitats de souris. La zone de la cuisine était son propre cercle spécial de l'enfer olfactif antique. Les déchets alimentaires, la vaisselle non lavée et la cuisson constante
générait une odeur suffisamment puissante pour faire tomber un vautour d'un carton à ordures. Comme il n'existait pas de réfrigération, la viande était souvent conservée jusqu'à ce qu'elle soit presque pourrie avant d'être cuite. Le goût était masqué par une abondance d'épices, d'où le fait que les recettes médiévales exigent des quantités d'épices qui submergeraient un chef moderne. Les déchets de la cuisine étaient jetés directement par la fenêtre de la cuisine, créant ce qu'un écrivain médiéval a délicatement appelé la montagne personnelle d'arômes intéressants du château. Mais le pire coupable était peut-être le système des garde-robes, ces toilettes de château que nous avons mentionnées précédemment. La caractéristique de conception de ces toilettes était qu'elles se vidaient directement à travers les murs du château dans la douve ou le fossé du château. En été, cela créait ce qu'un chroniqueur médiéval a décrit comme un système défensif extrêmement singulier. La puanteur était si forte que certains attaquants abandonnèrent le siège. C'est ce qu'on appelle la guerre biologique. Avec toutes ces délicieuses sensations entremêlées, il n'est pas étonnant que les habitants des châteaux médiévaux aient toujours été désireux d'activités de plein air. Et en parlant d'activités de plein air, l'entraînement défensif du château était sur le point de commencer. Les châteaux médiévaux n'étaient pas simplement des manoirs de pierre ornés. Ils étaient l'équivalent médiéval d'un bunker nucléaire, truffé de plus de mesures de sécurité qu'un parent hélicoptère moderne ne pourrait en concevoir. Les murs n'étaient pas simplement épais. Ils vous mettaient au défi d'essayer quelque chose d'épais. Des études archéologiques ont révélé que certains murs de châteaux atteignent des épaisseurs allant jusqu'à 20 pieds, environ 6 mètres, à la base. Les chevaliers s'entraînaient en fait à essayer de tirer des flèches à travers des fentes spécialisées dans ces murs. Une tâche aussi simple que d'enfiler une aiguille, tout en montant à cheval à reculons. Les archives historiques indiquent que certains archers devinrent si habiles à tirer à travers ces petites ouvertures qu'ils pouvaient atteindre une cible de la taille d'une assiette à 200 yards, environ 180 mètres. Ceux-ci étaient, remarquez bien, les mêmes individus qui ne pouvaient pas atteindre les latrines du château en plein jour. En parlant de défense de château, parlons des machicoulis, ou assommoirs, murder holes en anglais. Oui, le terme technique réel utilisé par les architectes médiévaux. Il s'agissait de trous dans le plafond, au-dessus des entrées, d'où les défenseurs pouvaient jeter n'importe quoi, des pierres à l'huile bouillante, sur les attaquants. Les livres de comptes d'un château de 1312 énumèrent 2 barils d'huile, 3 sacs de chaux vive et une ruche très en colère comme fourniture défensive. Il est clair que quelqu'un est devenu créatif avec son système de sécurité domestique. Tous ceux qui se trouvaient à l'intérieur du château avaient un rôle à jouer pendant les sièges, même les enfants qui étaient normalement employés comme messagers ou porteurs d'eau. Les archives médiévales montrent que certains enfants de château s'habituèrent aux conditions de siège. Les archives médiévales montrent que certains enfants de château s'habituèrent tellement aux conditions de siège qu'ils en firent un jeu. Un récit mentionne des enfants jouant au siège en se jetant des légumes pourris depuis différentes hauteurs du château. Comme on pouvait s'y attendre, le personnel du château n'était pas très enthousiaste à l'idée de nettoyer après ces batailles culinaires. Le fossé ou la douve n'était pas seulement un ornement. Au-delà d'être un dépotoir pour toutes sortes de choses innommables, gracieuseté de ces charmantes toilettes de château, les douves étaient des merveilles d'ingénierie. Certaines douves de château étaient conçues pour être inondées ou drainées rapidement grâce à des systèmes complexes de gestion de l'eau. Un château français possédait une douve qui pouvait être remplie en moins d'1 heure, ce qui a probablement laissé certains attaquants très perplexes. « Attendez les gars! Je jure que c'était de la terre ferme il y a à peine 1 minute. » Le personnage véritablement impressionnant était celui de l'opérateur du pont-levis du château. Cet individu avait un travail, ne pas le gâcher. Les documents historiques relatent plusieurs cas d'opérateurs déconcertés qui levèrent le pont prématurément, laissant leurs propres soldats bloqués à l'extérieur, ou, pire encore, l'abaissant au mauvais moment. Un opérateur particulièrement malchanceux dans un château gallois attrapa par inadvertance une demi-vache dans le pont-levis en pleine course.
La vache s'en sortit indemne, mais cela engendra ce que les chroniques qualifièrent de « après-midi très gênant pour toutes les personnes impliquées ». Mais l'élément le plus ingénieux de la défense du château étaient les escaliers en colimaçon. Ils tournent toujours dans le sens des aiguilles d'une montre en montant, ce qui donne aux défenseurs droitiers un avantage certain dans les combats à l'épée. Les marches étaient également intentionnellement inégales, avec des hauteurs et des profondeurs subtilement différentes, afin que les défenseurs familiarisés avec les escaliers puissent les parcourir rapidement, tandis que les attaquants trébucheraient. Parlons de l'avantage du terrain. Une chronique médiévale enregistre même qu'une force attaquante entière fut vaincue parce qu'ils tombèrent dans les escaliers comme une troupe d'oisivres. L'entraînement défensif ne se limitait pas uniquement au combat. Il s'agissait de survie. Les habitants du château devaient être préparés à des sièges prolongés, qui duraient parfois des mois. Ils stockaient de la nourriture, des armes et des fournitures, comme si leur vie en dépendait, parce que c'était le cas. La liste d'inventaire d'un château incluait des rations d'urgence de 500 flèches, 200 barils de poissons salés et, curieusement, 3 balles de jonglage. Même à l'époque médiévale, apparemment, le divertissement était considéré comme essentiel. Les châteaux les plus prospères étaient ceux qui pouvaient survivre à leurs attaquants, ce qui signifiait avoir suffisamment de provisions pour nourrir tout le monde, du seigneur au plus humble serviteur. Après tout cet entraînement défensif rigoureux, les gens du Moyen Âge avaient besoin de se détendre. Et ils savaient certainement comment s'amuser, bien que de manière qui pourrait nous sembler étrange aujourd'hui. Prenons l'exemple des joutes. On pourrait penser que se heurter à grande vitesse avec des bâtons pointus tout en étant monté à cheval serait assez dangereux, mais non. Les gens du Moyen Âge devaient de rendre cela encore plus intéressant. Les archives montrent que certains tournois incluaient des joutes fantaisistes, où les chevaliers concouraient les yeux bandés ou en chevauchant à reculons. Les jeux de dés étaient omniprésents, malgré, ou peut-être à cause de, leur interdiction fréquente. Les jeux d'argent dans les châteaux étaient si répandus que certains livres de contes médiévaux avaient une section dédiée aux dettes liées aux dés. Les jeux portaient des noms merveilleusement évocateurs, hasard, croix et pile, et le favori de tous, les dés de Dieu, qui visaient apparemment à donner une apparence de légitimité au jeu aux yeux du prêtre local. Un registre d'un château mentionne un serviteur qui gagna le cheval prisé de son maître lors d'un jeu de dés, puis le perdit avec 3 mois de salaire au lancer suivant. Mais les véritables sommités du divertissement médiéval étaient les bouffons. Il ne s'agissait pas simplement d'individus coiffés de chapeaux amusants racontant de mauvaises blagues. C'étaient des célébrités médiévales. Un bouffon habile pouvait se permettre de dire des choses au seigneur qui auraient valu à n'importe qui d'autre d'être sommairement jeté au cachot. Il devait être à la fois comédien, acrobate, musicien et agent en mission suicide, car se moquer des gens puissants était littéralement leur description de poste. Les archives historiques indiquent que certains bouffons étaient mieux payés que les officiers militaires du château, ce qui en dit long sur les priorités médiévales. La musique était également une partie importante de la vie du château, bien que pas comme les concerts d'aujourd'hui. Les musiciens du château devaient gagner leur vie en jouant pratiquement constamment. Un récit médiéval énumère les devoirs quotidiens d'un musicien. Jouer pendant les repas, jouer pendant les prières, jouer pendant le travail et jouer pendant tout le reste. Jouer et jouer jusqu'à ce que tout le monde vous supplie d'arrêter de jouer. Les instruments eux-mêmes étaient quelque chose de vraiment spécial. Ils avaient quelque chose appelé un tuyau de vessie, bladder pipe, qui était exactement ce que cela semble être, un instrument de musique fabriqué à partir de la vessie d'un animal. Les festins élégants et luxueux incluirent souvent quelque chose appelé une subtilité, entremets, qui n'était ni subtile ni toujours comestible. Il s'agissait de sculptures alimentaires élaborées, comme un château en gâteau avec des oiseaux vivants cachés à l'intérieur qui prenaient leur envol lorsqu'on le coupait, ou un paon rôti revêtu de ses propres plumes. Un registre de château décrit une subtilité qui consistait en un chevalier grandeur nature entièrement fait de massepain monté sur un cheval fait de poulet rôti.
Les critiques gastronomiques médiévaux se seraient régalés avec cela. Tout ce divertissement maintenait l'énorme personnel du château occupé 24 heures sur 24. Des serviteurs qui se précipitaient pour nettoyer après les combats de lutte aux soldats qui essayaient d'empêcher les joueurs de dés ivres de tomber des remparts. Mais ce n'était que la pointe de l'iceberg de leurs tâches quotidiennes. Les emplois dans un château médiéval font paraître les plaintes modernes sur le lieu de travail complètement triviales. La machine à café est en panne, ne se compare pas au four à pain de la taille d'un dragon qui essaie encore de dévorer Thomas. Un château typique employait entre 50 et 200 personnes selon sa taille, et chacune d'elles avait un poste qui semblerait complètement ridicule sur un CV moderne. Prenons l'exemple du vidangeur de latrines, Gong Farmer. Cette âme malheureuse avait la tâche peu enviable de nettoyer les toilettes du château. Mais ils n'étaient pas de simples concierges. Ils étaient tenus par la loi de travailler la nuit, vraisemblablement pour éviter à tous les autres l'assaut olfactif, et ils étaient en fait bien rémunérés. Les archives montrent que certains vidangeurs de latrines gagnaient plus que les artisans qualifiés, ce qui donne vraiment un nouveau sens au sale boulot qui paie bien. Les travailleurs de la cuisine avaient aussi la vie dure. La cuisine moyenne d'un château traitait environ 6000 calories de nourriture par personne et par jour contre 2000 aujourd'hui. Cela signifiait que la cuisine était une activité permanente. Le personnel de cuisine travaillait par roulement tout au long de la journée et le chef cuisinier portait le charmant surnom de « la terreur des navets » dans les archives d'un château. Ils avaient également des rôles spécialisés, comme le saucier qui ne faisait rien d'autre que préparer des sauces toute la journée, et le tourne-broche, généralement un jeune garçon dont le seul travail était de tourner la broche au-dessus du feu. Un récit de cuisine mentionne un cuisinier qui s'endormit pendant son service et créa par inadvertance le premier rôti extrêmement bien cuit. Les gardes avaient le travail le plus monotone jusqu'à ce qu'ils cessent soudainement de l'être. La plupart des gardes du château passaient 99% de leur temps debout, l'air imposant, et 1% du temps à courir pour sauver leur vie. Le travail comportait également des exigences particulières. Certains châteaux obligeaient les gardes à chanter pendant leur service pour que tout le monde sache qu'ils étaient éveillés. Un journal de garde de 1387 notes. Rien à signaler, sauf le chant épouvantable de Ralph, qui pourrait être considéré comme une attaque contre la sensibilité auditive du château. Le travail le plus prestigieux était celui de chevalier, mais même cela comportait des obligations étranges. Les chevaliers ne se contentaient pas de se battre. Ils devaient entretenir leur équipement, entraîner leurs écuyers et assister à d'interminables cérémonies. Le journal d'un chevalier déplore avoir passé 3 heures à polir son armure pour ensuite rester sous la pluie pendant 6 heures lors d'une cérémonie. Puis, il y avait les écuyers qui passaient des années à tout faire. Du nettoyage des écuries à l'aide aux chevaliers pour polir leur armure, un processus qui pouvait prendre jusqu'à 30 minutes et impliquait généralement beaucoup de jurons médiévaux. Les serviteurs avaient les descriptions de postes les plus diverses. Vous aviez le responsable de la garde-robe qui ne gérait pas seulement les vêtements, mais était plutôt comme un comptable médiéval. Le porteur du pot de chambre. Et n'oublions pas la personne chargée de réveiller tout le monde, dont le travail consistait littéralement à s'assurer qu'il se levait à l'heure. Le forgeron du château avait l'un des emplois les plus cruciaux, réparer tout, des épées des chevaliers aux marmites des cuisiniers. Le registre d'un forgeron comprend les réparations d'un casque cabossé pendant l'entraînement, de 2 épées tordues par la colère et de 3 cuillères démolies par le nouveau garçon de cuisine. Il devait également faire face à d'innombrables demandes de travaux personnalisés. Une plainte d'un forgeron du 14e siècle dit « Le Seigneur veut encore des poignées de porte en forme de dragon. Les dragons n'existent même pas, mais essayez de le lui dire. » Tout ce travail se déroulait sous le regard attentif de la véritable patronne du château, la châtelaine, dont le travail ferait passer les postes de PDG modernes pour une paisible promenade dans un parc. Gérer un château médiéval, c'était fondamentalement comme gérer une petite ville, une base militaire et une ferme, tout en un. Et la personne en charge de ce chaos contrôlé n'était pas toujours celle à laquelle on s'attendait.
tandis que le seigneur s'adonnait à des activités seigneuriales qui impliquaient généralement de frapper d'autres seigneurs avec des objets pointus. La châtelaine était la véritable joueuse la plus utile de la gestion médiévale. Tout d'abord, ces dames étaient des comptables pur sang. Les archives médiévales montrent des châtelaines tenant des livres qui feraient transpirer à froid un expert comptable moderne. Un livre de comptes conservé d'un château du 13e siècle énumère tout, depuis le nombre d'œufs pondus par les poules jusqu'au nombre de flèches gaspillées par les archers en tirant sur les oiseaux au lieu des cibles. Il y a même une note dans les marges qui dit « Note pour moi-même, arrêtez de payer les archers quand ils sont ivres. Ils ont une visée épouvantable. » Avez-vous déjà réfléchi à l'expérience authentique d'habiter ces majestueux châteaux médiévaux? Laissez de côté les contes de fées et les films fantastiques et plongeons-nous dans la réalité de l'existence au château, de l'aube au crépuscule, lorsque même les monarques se réveillaient avec des maux de dos, promettant un récit intrigant. Bien que les plaintes contemporaines puissent porter sur des matelas en mousse à mémoire de forme excessivement mou ou ferme, les habitants médiévaux dormaient sur ce qui était essentiellement un sac de paille, souvent inchangé depuis la fête des moissons précédentes. La situation des matelas était si grave que de nombreux textes médicaux médiévaux incluaient des traitements pour les blessures liées à la paille. En effet, les gens étaient blessés par leur literie. Imaginez pouvoir dire cela à votre guérisseur local. « Eh bien, voyez-vous, mon matelas m'a agressé. » Les nobles plus fortunés s'en tiraient un peu mieux, possédant des cadres en bois pour la paille, une distinction équivalente à être dans une position inconfortablement surélevée. Le réveil matinal n'était pas précisément le doux son de l'alarme d'un smartphone. Au lieu de cela, on pouvait être réveillé en sursaut par un coq traversant une crise existentielle. À l'aube, ou pire encore, par le réveilleur humain désigné du château. Des documents historiques du 13e siècle mentionnent un serviteur du château dont unique devoir était de parcourir le château en criant « Réveillez-vous, réveillez-vous » ou son équivalent médiéval à l'aube. Un travail garantissant d'inspirer une aversion universelle. Les châteaux médiévaux n'étaient pas précisément réputés pour leur isolation exceptionnelle. Les murs de pierre, excellents pour repousser les armées d'invasion, fonctionnaient essentiellement comme des réfrigérateurs colossaux. De nombreux habitants du château dormaient avec les vêtements qu'ils avaient emportés la veille. Non par paresse, mais comme mesure nécessaire pour ne pas se réveiller transformés en glaçons humains. Les fenêtres des chambres des châteaux médiévaux n'avaient pas les grands panneaux de verre que l'on voit dans les films. La plupart n'étaient que d'étroites fentes dans les murs, conçues davantage pour tirer des flèches sur les adversaires que pour laisser entrer la lumière du soleil matinal. Cela signifiait que les jours nuageux, qui constituaient en réalité la majorité des jours en Europe médiévale, on pouvait se réveiller dans l'obscurité complète. Se cogner un orteil contre un pot de chambre si l'on avait la chance d'en posséder un et commencer la journée avec des jurons qui feraient rougir même un noctambule aguerri. Après s'être libéré de cet instrument de torture appelé par euphémisme lit, la prochaine épreuve matinale médiévale attendait, l'hygiène personnelle. Et l'hygiène était un concept très flexible à l'époque médiévale. La présence immédiate d'un seau rempli d'une eau si glacée qu'elle contenait probablement encore des fragments de glace était la première chose que l'on remarquait, menaçante. Pas de douche chaude ni de régulation sophistiquée de la température. Juste vous et votre némésis, le seau. Les archives historiques suggèrent que certains des architectes de châteaux les plus innovants tentèrent de concevoir des systèmes rudimentaires de chauffage de l'eau. Un château particulier en France intégra un système de tuyaux qui passait près des feux de la cuisine. Une idée louable, sauf que les tuyaux étaient construits en plomb, ce qui posait la possibilité de choisir entre être impur ou s'empoisonner lentement. Une décision difficile. Puis, il y avait la question du savon. Les archéologues modernes ont exhumé des restes d'installations médiévales de fabrication de savon, et les recettes qu'ils ont découvertes sont absolument étranges. L'ingrédient principal était la cendre de bois mélangée à de la graisse animale. Essentiellement, il se nettoyait avec des résidus de cheminée.
Les châteaux plus riches utilisaient quelque chose appelé savon de Castille, une légère amélioration car il utilisait de l'huile d'olive au lieu de la graisse animale. Mais il était si prohibitif que les archives indiquent qu'une seule barre pouvait coûter l'équivalent d'un mouton entier. Imaginez consacrer tout votre salaire à une savonnette. La partie véritablement fascinante commençait lorsque la nature appelait. Vous souvenez-vous de ces étroites fenêtres de château? Elles remplissaient une double fonction. Oui, elles servaient à tirer des flèches sur les ennemis, mais elles fonctionnaient aussi admirablement comme toilettes improvisées. Les architectes des châteaux avaient même un terme spécifique pour ces installations, les garde-robes. Elles sont ainsi nommées parce que les gens suspendaient leurs vêtements près d'elles, croyant que l'odeur épouvantable repousserait les mites. En effet, ils utilisaient la puanteur de leur toilette médiévale pour protéger leurs plus beaux atours. Si l'on n'avait pas la chance d'avoir une garde-robe à proximité, il y avait toujours le fidèle pot de chambre. Ces charmants récipients étaient normalement vidés par les fenêtres, donnant lieu à l'une des phrases les plus mal interprétées de l'histoire. Lorsque les gens criaient « gare à l'eau », ils ne faisaient clairement pas référence à de l'eau. Cette pratique était si fréquente que certaines villes médiévales promulguèrent des lois interdisant de vider les pots de chambre sans avoir préalablement crié un avertissement. La réglementation gouvernementale en action. Les latrines communautaires étaient une toute autre affaire. La plupart des châteaux avaient ces installations partagées construites dans leurs murs extérieurs, essentiellement des trous qui déversaient tout directement à l'extérieur. Les recherches archéologiques des vestiges de châteaux ont exhumé des éléments assez intrigants dans ces zones. Et disons simplement que ce n'étaient pas que des pièces anciennes et des bijoux perdus. Certains châteaux pouvaient abriter jusqu'à 200 personnes, toutes partageant à peine quelques-unes de ces charmantes installations. L'heure de pointe matinale prenait une toute nouvelle dimension. L'intimité était essentiellement inexistante. Les gens du Moyen Âge avaient un concept très différent de l'espace personnel. Les documents historiques révèlent que même les rois et les reines recevaient fréquemment des visites le matin pendant qu'ils utilisaient leurs toilettes privées élaborées. C'était considéré comme un honneur d'être invité à la routine matinale royale. Sérieusement, imaginez être si important que les gens voudraient assister à vos habitudes aux toilettes. En parlant de royauté, ils possédaient un avantage, des serviteurs personnels pour aider au rituel matinal. Mais ce n'était pas précisément un rôle luxueux. Ces malheureux serviteurs avaient la tâche glamour d'aider leurs seigneurs et dames à se laver, à s'habiller et, oui, à manipuler ces pots de chambre. Les archives d'un château anglais indiquent que le poste de « Groom of the Stool », porte-coton du roi ou littéralement valet de la selle, était en réalité un rôle très recherché car il octroyait un accès intime au roi. Toute l'épreuve matinale pouvait consommer des heures, en particulier pour les femmes nobles, qui devaient être composées avec des coiffures et des tenues complexes. Et après tous ces efforts, on sentait probablement encore un mélange de fumée de bois, de chiens mouillés et de ce qui constituait le mystérieux savon médiéval du jour. Au moins, il y avait un aspect positif à anticiper, le petit déjeuner. Bien que petit déjeuner puisse être un terme assez généreux. L'arôme du pain fraîchement cuit flottait déjà depuis les cuisines du château, entremêlé de quelque chose qui aurait pu être de l'avoine, ou peut-être du gruau, ou possiblement les deux. Le concept de prendre son petit déjeuner dans un château médiéval provoquerait probablement une crise de nerfs chez les critiques gastronomiques modernes. La règle d'or du petit déjeuner au château était que tout était déterminé par la hiérarchie. Le roi n'avait pas seulement le premier choix. Il obtenait le premier, le deuxième et pratiquement tous les choix désirables. Des archives royales d'un château anglais du XIIIe siècle révèlent que tandis que le roi savourait du pain frais, des viandes rôties et des fruits exotiques, le personnel du château de rang inférieur recevait quelque chose appelé potage, qui était essentiellement tous les légumes qui n'avaient pas encore pourri, bouillis jusqu'à perdre toute saveur et dignité. Quant au pain, il n'était pas uniquement destiné à la consommation. Les nobles utilisaient quelque chose appelé un tranchoir, une tranche épaisse de pain rassis qui leur servait d'assiette.
Après 4 ou 5 jours de service comme vaisselle, ces assiettes de pain dures comme de la pierre étaient distribuées aux pauvres, qui avaient probablement besoin de dents plus solides qu'une armure pour les consommer. Les puits des châteaux médiévaux étaient fréquemment contaminés grâce à ces charmantes méthodes d'élimination des déchets que nous avons évoquées précédemment. La solution, de la bière, beaucoup de bière. Même les enfants en buvaient, bien que dans une version plus douce, connue sous le nom de petite bière. Les archives d'un château indiquent qu'il consommait environ 8 gallons, environ 30 litres, de bière par personne et par semaine. Environ 3000 pintes, près de 1700 litres, de bière par jour pour un château de taille moyenne. Les brasseurs comptaient parmi les personnes les plus vitales du château. Si vous gâchiez la bière, vous aviez un château rempli d'habitants médiévaux assoiffés et furieux. Les manières à table. Manières à table est une description assez charitable des pratiques réelles au moment des repas. Dans la plupart des châteaux médiévaux, les fourchettes étaient pratiquement absentes et, en Italie, elles étaient considérées comme quelque chose d'excessivement élégant. Au lieu de cela, tout le monde utilisait ses doigts, ce qui donnait lieu à des techniques alimentaires innovantes. Un guide gastronomique médiéval avertissait même « Ne vous essuyez pas les mains grasses sur votre barbe ». La simple existence de ce conseil écrit en dit long sur l'étiquette gastronomique médiévale. La disposition des sièges était un champ de mine politique. La proximité du seigneur ou de la dame signifiait l'importance. La descente vers l'autre extrémité de la table était une indication claire d'une transgression sociale. Un incident enregistré dans un château du 14e siècle relate comment 2 chevaliers se battirent à l'épée pour une place plus proche du sel. Oui, le sel était si important qu'il était l'équivalent médiéval de la meilleure connectivité Wi-Fi. L'heure du petit déjeuner était également particulière. Les nobles mangeaient généralement vers 10 ou 11 heures du matin, après avoir assisté à la messe matinale et traité les affaires de base du château. Les serviteurs, qui étaient debout depuis des heures, mangeaient probablement une bouchée du potage restant entre les corvées. Un registre du château se plaint du personnel de cuisine, volant de la nourriture, et note qu'un cuisinier fut appréhendé avec 3 pâtés en croûte entiers cachés sous sa chemise. La conservation des aliments était une autre aventure. En l'absence de réfrigération, les châteaux médiévaux dépendaient du sel, de la fumée et de la prière pour maintenir les aliments comestibles. Le cellier ou garde-manger du château était généralement l'un des endroits les plus froids de celui-ci. Cependant, même cela ne pouvait empêcher complètement la détérioration. Les livres de recettes médiévales incluaient souvent des conseils utiles comme « Si la viande semble verte, donnez-la d'abord aux paysans ». C'est rassurant de savoir qu'ils avaient des protocoles de sécurité alimentaire, n'est-ce pas? Le banquet du petit déjeuner se concluait finalement alors que la grande salle se remplissait de nouveaux arômes, pas tous agréables. Entre les corps non lavés, les feux de cheminée fumants et divers animaux qui étaient rentrés pendant le repas, l'arôme distinctif du château commençait à s'intensifier pour la journée. Commençons par les sols. Les sols des châteaux médiévaux n'étaient pas les surfaces de pierre immaculées montrées dans les films. Ils étaient recouverts de joncs, essentiellement des tapis médiévaux. Ces joncs étaient des couches d'herbes sèches et d'herbes aromatiques répandues sur le sol. Et voici l'astuce, ils n'étaient remplacés complètement qu'une fois par an. Bien sûr, toutes les quelques semaines, des joncs du frais étaient parsemés par-dessus, mais en dessous se trouvait une accumulation d'une année de nourriture renversée, de boue, d'excréments d'animaux et de tout ce qui tombait par terre. Les documents médiévaux mentionnent que les herbes fraîches répandues comprenaient de la lavande et de la rue odorante, probablement dans une tentative désespérée de masquer l'odeur de ce qui était effectivement un tas de compost géant sous les pieds. Les animaux apportaient leur propre note unique au bouquet du château. Chiens, chats, poules et, occasionnellement, même du bétail, déambulaient librement dans la grande salle comme s'ils en étaient les propriétaires. Un récit médiéval décrit un faucon primé d'un noble qui décida de faire ses besoins directement sur la table à manger. Un événement apparemment assez courant pour susciter peu de réactions. Les preuves archéologiques révèlent que certains sols de châteaux
contiennent des couches de fumier animal qui se sont accumulées pendant des décennies. Parlons de la vie intérieure et extérieure. Les murs eux-mêmes faisaient également partie de l'équation olfactive. Les murs de pierre, dans les climats humides, ont tendance à suinter, créant des conditions idéales pour la moisissure. Les murs des châteaux médiévaux étaient souvent ornés de tapisseries, non seulement à des fins décoratives, mais pour tenter de contenir l'humidité et la moisissure. Ces tapisseries, rarement nettoyées, devinrent leurs propres écosystèmes miniatures de moisissure, d'insectes et d'habitats de souris. La zone de la cuisine était son propre cercle spécial de l'enfer olfactif antique. Les déchets alimentaires, la vaisselle non lavée et la cuisson constante généraient une odeur suffisamment puissante pour faire tomber un vautour d'un carton à ordures. Comme il n'existait pas de réfrigération, la viande était souvent conservée jusqu'à ce qu'elle soit presque pourrie avant d'être cuite. Le goût était masqué par une abondance d'épices, d'où le fait que les recettes médiévales exigent des quantités d'épices qui submergeraient un chef moderne. Les déchets de la cuisine étaient jetés directement par la fenêtre de la cuisine, créant ce qu'un écrivain médiéval a délicatement appelé la montagne personnelle d'arômes intéressants du château. Mais le pire coupable était peut-être le système des garde-robes, ces toilettes de château que nous avons mentionnées précédemment. La caractéristique de conception de ces toilettes était qu'elles se vidaient directement à travers les murs du château dans la douve ou le fossé du château. En été, cela créait ce qu'un chroniqueur médiéval a décrit comme un système défensif extrêmement singulier. La puanteur était si forte que certains attaquants abandonnèrent le siège. C'est ce qu'on appelle la guerre biologique. Avec toutes ces délicieuses sensations entremêlées, il n'est pas étonnant que les habitants des châteaux médiévaux aient toujours été désireux d'activités de plein air. Et en parlant d'activités de plein air, l'entraînement défensif du château était sur le point de commencer. Les châteaux médiévaux n'étaient pas simplement des manoirs de pierre ornés. Ils étaient l'équivalent médiéval d'un bunker nucléaire, truffé de plus de mesures de sécurité qu'un parent hélicoptère moderne ne pourrait en concevoir. Les murs n'étaient pas simplement épais. Ils vous mettaient au défi d'essayer quelque chose d'épais. Des études archéologiques ont révélé que certains murs de châteaux atteignent des épaisseurs allant jusqu'à 20 pieds, environ 6 mètres, à la base. Les chevaliers s'entraînaient en fait à essayer de tirer des flèches à travers des fentes spécialisées dans ces murs. Une tâche aussi simple que d'enfiler une aiguille tout en montant à cheval à reculons. Les archives historiques indiquent que certains archers devinrent si habiles à tirer à travers ces petites ouvertures qu'ils pouvaient atteindre une cible de la taille d'une assiette à 200 yards, environ 180 mètres. Ceux-ci étaient, remarquez bien, les mêmes individus qui ne pouvaient pas atteindre les latrines du château en plein jour. En parlant de défense de château, parlons des machicoulis, ou assommoirs. Oui, le terme technique réel utilisé par les architectes médiévaux. Il s'agissait de trous dans le plafond, au-dessus des entrées, d'où les défenseurs pouvaient jeter n'importe quoi, des pierres à l'huile bouillante, sur les attaquants. Les livres de comptes d'un château de 1312 énumèrent 2 barils d'huile, 3 sacs de chaux vive et une ruche très en colère comme fourniture défensive. Il est clair que quelqu'un est devenu créatif avec son système de sécurité domestique. Tous ceux qui se trouvaient à l'intérieur du château avaient un rôle à jouer pendant les sièges, même les enfants, qui étaient normalement employés comme messagers ou porteurs d'eau. Les archives médiévales montrent que certains enfants de château s'habituèrent aux conditions de siège. Les archives médiévales montrent que certains enfants de château s'habituèrent tellement aux conditions de siège qu'ils en firent un jeu. Un récit mentionne des enfants jouant au siège en se jetant des légumes pourris depuis différentes tours du château. Comme on pouvait s'y attendre, le personnel du château n'était pas très enthousiaste à l'idée de nettoyer après ces batailles culinaires. Le fossé ou la douve n'était pas seulement un ornement. Au-delà d'être un dépotoir pour toutes sortes de choses innommables, gracieuseté de ces charmantes toilettes de château, les douves étaient des merveilles d'ingénierie. Certaines douves de château étaient conçues pour être inondées ou drainées rapidement grâce à des systèmes complexes de gestion de l'eau. Un château français
possédait une douve qui pouvait être remplie en moins d'une heure, ce qui a probablement laissé certains attaquants très perplexes. « Attendez, les gars! Je jure que c'était de la terre ferme il y a à peine 1 minute. » Le personnage véritablement impressionnant était celui de l'opérateur du pont-levis du château. Cet individu avait un travail, ne pas le gâcher. Les documents historiques relatent plusieurs cas d'opérateurs déconcertés qui levèrent le pont levèrent le pont prématurément, laissant leurs propres soldats bloqués à l'extérieur ou, pire encore, l'abaissant au mauvais moment. Un opérateur particulièrement malchanceux dans un château gallois attrapa par inadvertance une demi-vache dans le pont-levis en pleine course. La vache s'en sortit indemne, mais cela engendra ce que les chroniques qualifièrent d'un après-midi très gênant pour toutes les personnes impliquées. Mais l'élément le plus ingénieux de la défense du château étaient les escaliers en colimaçon. Ils tournent toujours dans le sens des aiguilles, d'une montre en montant, ce qui donne aux défenseurs droitiers un avantage certain dans les combats à l'épée. Les marches étaient également intentionnellement inégales, avec des hauteurs et des profondeurs subtilement différentes, afin que les défenseurs familiarisés avec les escaliers puissent les parcourir rapidement tandis que les attaquants trébucheraient. Parlons de l'avantage du terrain. Une chronique médiévale enregistre même qu'une force attaquante entière fut vaincue parce qu'ils tombèrent dans les escaliers comme une troupe d'oisivres. L'entraînement défensif ne se limitait pas uniquement au combat. Il s'agissait de survie. Les habitants du château devaient être préparés à des sièges prolongés, qui duraient parfois des mois. Ils stockaient de la nourriture, des armes et des fournitures, comme si leur vie en dépendait, parce que c'était le cas. La liste d'inventaire d'un château incluait des rations d'urgence de 500 flèches, 200 barils de poissons salés et, curieusement, 3 balles de jonglage. Même à l'époque médiévale, apparemment, le divertissement était considéré comme essentiel. Les châteaux les plus prospères étaient ceux qui pouvaient survivre à leurs attaquants, ce qui signifiait avoir suffisamment de provisions pour nourrir tout le monde, du seigneur au plus humble serviteur. Après tout cet entraînement défensif rigoureux, les gens du Moyen Âge avaient besoin de se détendre. Et ils savaient certainement comment s'amuser, bien que de manière qui pourrait nous sembler étrange aujourd'hui. Prenons l'exemple des joutes. On pourrait penser que se heurter à grande vitesse avec des bâtons pointus tout en étant monté à cheval serait assez dangereux, mais non. Les gens du Moyen Âge devaient rendre cela encore plus intéressant. Les archives montrent que certains tournois incluaient des joutes fantaisistes où les chevaliers concouraient les yeux bandés ou en chevauchant à reculons. Les jeux de dés étaient omniprésents malgré, ou peut-être à cause de, leur interdiction fréquente. Les jeux d'argent dans les châteaux étaient si répandus que certains livres de contes médiévaux avaient une section dédiée aux dettes liées aux dés. Les jeux portaient des noms merveilleusement évocateurs: hasard, croix et pile, et le favori de tous, les dés de Dieu, qui visaient apparemment à donner une apparence de légitimité au jeu aux yeux du prêtre local. Un registre d'un château mentionne un serviteur qui gagna le cheval prisé de son maître lors d'un jeu de dés, puis le perdit avec 3 mois de salaire au lancer suivant. Mais les véritables sommités du divertissement médiéval étaient les bouffons. Il ne s'agissait pas simplement d'individus coiffés de chapeaux amusants racontant de mauvaises blagues. C'étaient des célébrités médiévales. Un bouffon habile pouvait se permettre de dire des choses au seigneur qui auraient valu à n'importe qui d'autre d'être sommairement jeté au cachot. Il devait être à la fois comédien, acrobate, musicien et agent en mission suicide, car se moquer des gens puissants était littéralement leur description de poste. Les archives historiques indiquent que certains bouffons étaient mieux payés que les officiers militaires du château, ce qui en dit long sur les priorités médiévales. La musique était également une partie importante de la vie du château, bien que pas comme les concerts d'aujourd'hui. Les musiciens du château devaient gagner leur vie en jouant pratiquement constamment. Un récit médiéval énumère les devoirs quotidiens d'un musicien: jouer pendant les repas, jouer pendant les prières, jouer pendant le travail et jouer pendant tout le reste. Jouez et jouez jusqu'à ce que tout le monde vous supplie d'arrêter de jouer.
Les instruments eux-mêmes étaient quelque chose de vraiment spécial. Ils avaient quelque chose appelé un tuyau de vessie, instrument fait avec une vessie animale, qui était exactement ce que cela semble être, un instrument de musique fabriqué à partir de la vessie d'un animal. Les festins élégants et luxueux incluaient souvent quelque chose appelé un entremets, qui n'était ni subtil ni toujours comestible. Il s'agissait de sculptures alimentaires, élaborées, comme un château en gâteau avec des oiseaux vivants cachés à l'intérieur qui prenaient leur envol lorsqu'on le coupait, ou un paon rôti revêtu de ses propres plumes. Un registre de château décrit un entremets qui consistait en un chevalier grandeur nature entièrement fait de massepain, monté sur un cheval fait de poulet rôti. Les critiques gastronomiques médiévaux se seraient régalés avec cela. Tout ce divertissement maintenait l'énorme personnel du château occupé 24 heures sur 24. Des serviteurs qui se précipitaient pour nettoyer après les combats de lutte aux soldats qui essayaient d'empêcher les joueurs de dés ivres de tomber des remparts. Mais ce n'était que la pointe de l'iceberg de leurs tâches à la quotidienne. Les emplois dans un château médiéval font paraître les plaintes modernes sur le lieu de travail complètement trivial. La machine à café est en panne. Ce n'est rien comparé au four à pain de la taille d'un dragon qui essaie encore de dévorer Thomas. Un château typique employait entre 50 et 200 personnes, selon sa taille, et chacune d'elles avait un poste qui semblerait complètement ridicule sur un CV moderne. Prenons l'exemple du vidangeur de latrines, Gong Farmer. Cette âme malheureuse avait la tâche peu enviable de nettoyer les toilettes du château, mais ils n'étaient pas de simples concierges. Ils étaient tenus par la loi de travailler la nuit, vraisemblablement pour éviter à tous les autres l'assauts olfactif, et ils étaient en fait bien rémunérés. Les archives montrent que certains vidangeurs de latrines gagnaient plus que les artisans qualifiés, ce qui donne vraiment un nouveau sens au sale boulot qui peintait bien. Les travailleurs de la cuisine avaient aussi la vie dure. La cuisine moyenne d'un château traitait environ 6000 calories de nourriture par personne et par jour contre 2000 aujourd'hui. Cela signifiait que la cuisine était une activité permanente. Le personnel de cuisine travaillait par roulement tout au long de la journée et le chef cuisinier portait le charmant surnom de « la terreur des navets » dans les archives d'un château. Ils avaient également des rôles spécialisés comme le saucier, qui ne faisait rien d'autre que préparer des sauces toute la journée, et le tourne-broche, la personne, généralement un jeune garçon dont le seul travail était de tourner la broche au-dessus du feu. Un récit de cuisine mentionne un cuisinier qui s'endormit pendant son service et créa par inadvertance le premier rôti extrêmement bien cuit. Les gardes avaient le travail le plus monotone jusqu'à ce qu'ils cessent soudainement de l'être. La plupart des gardes du château passaient 99% de leur temps debout, l'air imposant, et 1% du temps à courir pour sauver leur vie. Le travail comportait également des exigences particulières. Certains châteaux obligeaient les gardes à chanter pendant leur service pour que tout le monde sache qu'ils étaient éveillés. Un journal de garde de 1387 notes. Rien à signaler sauf le chant épouvantable de Ralph, qui pourrait être considéré comme une attaque contre la sensibilité auditive du château. Le travail le plus prestigieux était celui de chevalier, mais même cela comportait des obligations étranges. Les chevaliers ne se contentaient toujours pas de se battre. Ils devaient entretenir leur équipement, entraîner leurs écuyers et assister à d'interminables cérémonies. Le journal d'un chevalier déplore avoir passé 3 heures à polir son armure pour ensuite rester sous la pluie pendant 6 heures lors d'une cérémonie. Puis, il y avait les écuyers qui passaient des années à tout faire, du nettoyage des écuries à l'aide aux chevaliers pour polir leur armure, un processus qui pouvait prendre jusqu'à 30 minutes et impliquait généralement beaucoup de jurons médiévaux. Les serviteurs avaient les descriptions de postes les plus diverses. Vous aviez le responsable de la garde-robe, qui ne gérait pas seulement les vêtements, mais était plutôt comme un comptable médiéval. Le porteur du pot de chambre. Et n'oublions pas la personne chargée de réveiller tout le monde, dont le travail consistait littéralement à s'assurer qu'il se levait à l'heure. Le forgeron du château
avait l'un des emplois les plus cruciaux: réparer tout, des épées des chevaliers aux marmites des cuisiniers. Le registre d'un forgeron comprend les réparations d'un casque cabossé pendant l'entraînement, de 2 épées tordues par la colère et de 3 cuillères démolies par le nouveau garçon de cuisine. Il devait également faire face à d'innombrables demandes de travaux personnalisés. Une plainte d'un forgeron du 14e siècle dit « Le Seigneur veut encore des poignées de porte en forme de dragon. Les dragons n'existent même pas, mais essayez de le lui dire. » Tout ce travail se déroulait sous le regard attentif de la véritable patronne du château, la châtelaine, dont le travail ferait passer les postes de PDG moderne pour une paisible promenade dans un parc. Gérer un château médiéval, c'était fondamentalement comme gérer une petite ville, une base militaire et une ferme, tout en un. Et la personne en charge de ce chaos contrôlé n'était pas toujours celle à laquelle on s'attendait. Tandis que le seigneur s'adonnait à des activités seigneuriales, qui impliquaient généralement de frapper d'autres seigneurs avec des objets pointus. La châtelaine était la véritable joueuse la plus utile de la gestion médiévale. Tout d'abord, ces dames étaient des comptables pur sang. Les archives médiévales montrent des châtelaines tenant des livres qui feraient transpirer à froid un expert comptable moderne. Un livre de comptes conservé d'un château du 13e siècle énumère tout, depuis le nombre d'œufs pondus par les poules jusqu'au nombre de flèches gaspillées par les archers en tirant sur les oiseaux au lieu des cibles. Il y a même une note dans les marges qui dit « Note pour moi-même, arrêtez de payer les archers quand ils sont ivres. Ils ont une visée épouvantable. »